Madame, Monsieur, bonsoir. La COP de la Convention sur la lutte contre la désertification, qui a lieu tous les 2 ans, est la plus grande manifestation organisée par les Nations Unies dans le domaine de la gestion durable des zones arides et de la protection de l'environnement. Après l'Inde, et c'était en 2019, la Côte d'Ivoire abritera la 15e édition, donc la COP 15, et ce, du 9 au 20 mai prochain. Alors, quel est le constat de nos terres et environnements? Quels sont les enjeux de la COP 15 et quelles en sont les attentes? Et ça fait l'actualité. Nous avons sur notre plateau un conférencier en écologie et en gestion durable des terres pour nous en parler. Mais juste avant, je vous propose de suivre un élément de reportage. Nous sommes allés à la rencontre d'un ingénieur agronome. C'est un élément de Guedro Achille et de Delphine Blas. L'agriculture intensive, telle qu'elle est pratiquée depuis les années 60, a certes des rendements extraordinaires, mais épuise les sols et pollue l'environnement. Elle nécessite davantage une augmentation pour les cultures saisonnières. La prise de conscience récente des limites des ressources naturelles pousse vers une nouvelle agriculture qui doit répondre aux besoins d'aujourd'hui sans remettre en cause les ressources naturelles pour les générations futures. Ça doit être une agriculture qui doit être capable de produire de façon adéquate. Cette agriculture doit préserver les ressources agricoles disponibles. Elle doit avoir un impact minime, en tout cas très minime, sur l'environnement. Si la Côte d'Ivoire est sans conteste un grand producteur et exportateur de produits agricoles, le secteur est caractérisé par l'intensivité de ses systèmes de production. Le pays est soumis également au changement climatique avec une grande variabilité de la pluviométrie. Il est important de savoir que la production agricole soutient encore énormément notre économie. Malgré cette importance, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la production agricole. Le fait que notre agriculture est essentiellement dominée par des petits producteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens pour adopter les critères ou du moins pour produire selon les normes de l'agriculture durable. Du 9 au 20 mai 2022, le pays abrite la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP 15. Le thème retenu pour cette conférence est la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. Il y a beaucoup de documents, de stratégies pour soutenir l'agriculture durable qui ont été définis au niveau du gouvernement. Par exemple, il y a la stratégie nationale sur l'agriculture intelligente face au climat. Il y a le plan national d'investissement dans l'agriculture intelligente face au climat. Mais ces documents de stratégie ont besoin d'être mis en œuvre pour qu'ils bénéficient effectivement aux producteurs. Donc il faut espérer que la COP 15 puisse accompagner la Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre sur le terrain la stratégie de l'agriculture intelligente face au climat parce qu'elle tient compte de l'aspect environnemental du fait des changements climatiques. Ce sont plus de 3 milliards de francs CFA que l'État ivoirien déboursera pour l'organisation de la COP 15 en Côte d'Ivoire. De retour en studio, professeur Tando Jérôme, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'être là. C'est moi. Vous êtes maître de conférences en écologie et en gestion durable des terres. C'est bien cela. Très bien. Alors, quel est votre regard après l'élément de reportage? Merci beaucoup. Et je dois dire que je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit par mon collègue, puisque je le connais bien, Dibi Lucien. Il faut, pour que notre agriculture soit durable, qu'on change de cap et qu'on trace les sillons, on va dire, d'un nouveau type d'agriculture. Et on espère qu'au sortir de la COP 15, cela sera fait. Très bien. Alors la COP 15, beaucoup d'espoir. On réalise que c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. C'est un événement donc rotatif. Et la Côte d'Ivoire en prend l'initiative ces jours-ci, à partir du 9 mai prochain, et ce jusqu'au 20. Tout à fait. Alors, pourriez nous donner un peu l'entièreté de la COP 15. Qu'est-ce que ça veut dire la COP 15? Alors la COP 15, c'est la conférence des parties, des États parties, sur la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Donc 15 parce que c'est, on va dire, la 15e réunion du genre. La dernière a eu lieu à New Delhi, en Inde. Voilà. Donc c'est un événement majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise un événement de ce type. Réunir près de 5000 participants autour des thèmes d'actualité que sont la dégradation des terres, la désertification, la restauration des sols pour une agriculture durable, une lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Je pense que c'est un événement capital et qui doit, on va dire, capter l'attention de tous les Ivoiriens, du citoyen lambda jusqu'au plus haut cadre de ce pays. D'accord. Alors très bien. On parle également du programme Abidjan Legacy. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Abidjan Legacy, c'est, on va dire, ce que la COP 15 laissera à la Côte d'Ivoire. C'est une sorte d'héritage. Legacy, c'est héritage en anglais. On va dire, c'est la valeur ajoutée de la COP, ce que la COP va engendrer d'impact positif, sur tous les plans en Côte d'Ivoire. Ce sera l'opportunité pour le président de la République de tracer les sillons de ce que sera une agriculture durable en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une institutionnalisation de tout ce qui est comme initiative en cours sur le terrain et aussi une ouverture d'autres chantiers pour mettre en place des chaînes de valeur du futur. Quelle est la situation, quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les terres et l'environnement? Il n'est pas reluisant, madame. L'agriculture a donné beaucoup pour le développement de ce pays. Environ 60% des terres ivoiriennes sont dégradées. Les forêts, une bonne partie, on va dire, un peu plus de 70% des terres, enfin des forêts, sont parties à cause certainement de la culture du cacao, parce que cette culture-là, elle est précédée, on va dire, d'une recherche effrénée des terres forestières censées être riches. Oui. Donc, vous voyez que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de dynamique, on va dire, de la boucle du cacao, depuis l'Est jusqu'au au centre-ouest. Après, ça s'est retrouvé au sud-ouest. Aujourd'hui, la boucle du cacao se trouve dans l'ouest, à la recherche toujours de terres forestières. Oui. Où est-ce qu'on ira après? Est-ce qu'on va traverser le Cavali pour aller de l'autre côté du Nigeria, de la Côte d'Ivoire qui est le Libéria? Donc, il nous faut repenser notre façon de cultiver parce qu'on n'a plus d'autre choix. Il faut, voir la réalité en face et, on va dire, intensifier durablement notre agriculture. On n'a plus besoin de cultiver sur de grandes superficies. Généralement, l'Ivoirien est fier de dire qu'il a une dizaine d'hectares, une quinzaine d'hectares. Mais je pense que si on cultive intensivement, de façon durable, sur de superficies assez réduites, on pourra s'en sortir. Alors, si on a bien compris, vous préconisiez que le mode de culture et les méthodes utilisées soient beaucoup plus modernes. Pas tant que ça, pas moderne en tant que tel. Moderne dans le sens où il faut pas détruire le sol qui est le socle de l'agriculture. C'est le sol qui supporte l'agriculture. Il faut que le sol soit toujours de bonne santé, en bonne santé pour pouvoir supporter l'agriculture. Donc, quand on parle de moderniser notre approche, ça se passe au niveau des approches. Nous n'avons pas les moyens des pays développés pour mécaniser, pour utiliser des intrants, qui ont des impacts négatifs sur l'environnement. Mais il y a moyen de mettre sur pied, des pratiques durables qui existent, des technologies éprouvées par la recherche scientifique et la recherche pour le développement qui existent et qui peuvent être, testées, recueillir l'adhésion des paysans et mises à l'échelle. Donc, c'est ce qu'il faut. Et pour cela, il faut des moyens. Et c'est la raison pour laquelle le Abidjan Legacy Programme est une opportunité, pour la Côte d'Ivoire de passer à un autre cap. Alors, ça veut dire que depuis les indépendances,
aucune initiative de ce style n'a vu le jour. Il y a eu des initiatives, mais elles sont trop isolées pour avoir des impacts sur le terrain. Lorsqu'on on fait l'état des lieux, il est assez, assez effrayant. La productivité, par exemple, le rendement à l'hectare d'une plantation de cacao est moins de 500 kg en Côte d'Ivoire, alors que cela peut aller jusqu'à 1,15 ou à 2 tonnes. Donc il y a ce qu'on appelle le gap, les écarts de rendement. Et ce gap-là, il faut le combler. En faisant quoi? En mettant en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Voilà. Donc ce n'est pas nous qui le disons, mais les résultats sont là et il faut faire quelque chose pour corriger, les contraintes à l'agriculture durable sur le terrain. Alors, ce sont les discussions qui vont faire le point focal donc, de cette COP15. Oui, entre autres. Cette COP15 sera l'opportunité de faire le bilan des actions, qui sont propres à cette convention. Cette convention, rappelons-le, elle est focalisée sur la lutte contre la désertification, la lutte contre, l'assèchement des écosystèmes qui réduit les capacités à produire, la lutte contre la dégradation des terres qui amplifiée conduit inéluctablement vers la désertification, et donc la lutte contre la pauvreté parce que les sols dégradés, sont un indicateur de la pauvreté d'un environnement, d'un milieu et d'une nation. Donc, cette convention a un programme qui lui est propre. Donc, la COP15, qui aura lieu dans quelques jours à Abidjan, sera l'opportunité de faire le bilan des activités, mais aussi ouvrir d'autres champs, des champs nouveaux. Entre-temps, depuis 2 ans, il y a un certain nombre de faits majeurs qui ont rythmé l'actualité, dont il va falloir en tenir compte pour pour prévoir, pour tracer les sillons des actions futures. Très bien. Alors, on est déjà à la 15e édition. Chaque 2 années, donc c'est de manière rotative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change en 2 ans? Par exemple, pour prendre le cas de l'Inde, qui a abrité la précédente COP, donc COP 14. Oui. C'était en 2019, à New Delhi. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Et puis, 2 ans après, on pourrait s'en inspirer et puis souhaiter que les choses changent également. Bon, en Inde, ce qui s'est passé, c'est toujours la désertification qui rythme, les initiatives, mais sur des angles différents. Okay? Nous, ici, aujourd'hui, ce qu'on veut, mettre en œuvre, ce qu'on veut, ce sur quoi on aimerait mettre notre focus, c'est la réhabilitation, la restauration des terres dégradées. Parce que la Côte d'Ivoire, on ne dira pas que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays désertique. Le désert, il peut s'installer lorsqu'on a des pratiques, culturelles qui ne respectent pas l'environnement, qui sont, très, très destructrices de l'environnement. Des pratiques culturelles où il y a très peu d'arbres, où il y a très peu de couverture du sol. Évidemment, c'est la porte ouverte à la désertification. Et aujourd'hui, on est dans un contexte de changement climatique. Et lorsqu'il y a un trop-plein de dégradation des terres, le changement climatique va amplifier cela et on va courir notamment vers la désertification. Mais là, on réalise déjà qu'il y a des variations climatiques, on ne sait plus trop dans quelle saison on est. Et c'est directement lié à ça? Oui, le changement climatique peut être à l'origine, mais peut être aussi une conséquence de la dégradation des terres. C'est la raison pour laquelle cette convention sur la désertification et la restauration des sols ou des terres dégradées est intimement liée à la convention sur la biodiversité et la convention sur, la lutte contre le changement climatique. Voilà. Comme ça, la Côte d'Ivoire sert de boussole, mais ça veut dire que le programme qui va être adopté sera juste adapté aux pays qui ont des agricultures et un environnement similaire? Oui, en fait, Abidjan Legacy Programme, c'est un programme régional, global, qui va tracer les sillons de ce que doit être une agriculture du futur.
Donc il y a deux composantes. Il y a une composante qui va s'appuyer sur une consolidation ou alors une consolidation des chaînes de valeur existantes de manière à les rendre beaucoup plus durables, plus résilientes, ok? Et ensuite, une composante qui va chercher à identifier les chaînes de valeur du futur. Ces chaînes de valeur qui sont très peu, on va dire, mis en avant, mais qui ont un potentiel pour répondre à la problématique de la productivité, à la problématique de la lutte contre la pauvreté et la problématique du changement climatique. Très bien, donc ce sont les grands chantiers qui pourront justement évoluer si les choses sont prises en charge assez tôt. Oui, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut dire que depuis pratiquement 60 ans, il n'y a pas eu de programme d'envergure comme celui que l'Abidjan Legacy Programme va dérouler, si tout se passe bien. Donc, je pense que c'est le lieu de saluer, on va dire, la clairvoyance du chef de l'État qui a pesé de tout son poids pour que non seulement cette messe planétaire ait lieu en Côte d'Ivoire, et donc et au sortir de cette messe planétaire, il y a un programme aussi, on va dire, intégré que l'Abidjan Legacy Programme. Alors, si rien n'est fait, quels sont les risques? Si rien n'est fait, je l'ai dit tantôt, notre économie risque d'en payer le plus cher, le plus cher, parce que n'oublions pas que notre pays a une économie qui repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. Oui. OK? Donc, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir maintenant. Si rien n'est fait, nous risquons de perdre énormément d'argent à cause de l'impact, on va dire, dévastateur du changement climatique sur les ressources naturelles et par ricochet sur notre économie. D'accord. Voilà. Et les ressources naturelles, pouvez-nous les citer? Quelques-unes des ressources naturelles? Les ressources naturelles, c'est, je veux dire, le capital biologique dans lequel on tape. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le cacao, par exemple, je veux dire, c'est notre produit phare. Et au-delà du cacao, on vous dira qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacarde. Nous sommes, on va dire, 6e au niveau mondial dans la production du caoutchouc naturel. Je veux dire, dans plusieurs, on va dire, spéculations agricoles, nous avons un rang assez honorable. Mais cela s'est fait au détriment de la forêt, au détriment du sol, au détriment, on va dire, d'un certain nombre de facteurs. Et la faune est impliquée également? Pardon? La faune est impliquée également? La faune fait partie on va dire, il y a un pan entier du programme qui, on va dire, va s'intéresser à la conservation de la biodiversité. Conserver la biodiversité, l'une des stratégies, c'est de conserver les forêts, par exemple, et donc les exploiter durablement à travers l'écotourisme et permettre aux paysans, enfin, aux populations riveraines d'en tirer profit. Très bien. Alors, d'un point de vue population, quelles vont être les conséquences au quotidien pour les populations? Alors, les populations, on va dire, les bénéficiaires finaux de ce grand programme qui va être, on va dire, mis en œuvre, c'est les populations rurales. Oui. Populations rurales. Rappelons-nous que la terre, lorsqu'elle est dégradée, je veux dire, a des impacts directs sur les populations qui vivent principalement de l'agriculture. On a pratiquement, on va dire, près de 4 à 5 millions d'Ivoiriens qui vivent de l'agriculture. Je veux dire, et même peut-être au-delà, peut-être que ces chiffres sont sous-estimés. Mais la réalité, qu'on a une bonne partie de nos populations qui vivent dans le monde rural et qui gagnent leur pain quotidien à travers des métiers qui sont liés à l'agriculture. Donc, si on décide de restaurer les sols, les premiers concernés, c'est les petits paysans.
je veux dire, ceux-là même qui ont des superficies variant entre 1 et 4 hectares en moyenne. Donc, ils sont les premiers concernés. Et il n'y a pas que il y a tout ce qu'on appelle le genre. Ce programme va faire la part belle aux femmes et aussi aux jeunes qui sont les premiers touchés par tout ce qui se passe dans le monde rural, mais aussi les leviers sur lesquels il faut agir pour transformer le système, pour, faire en sorte que les pratiques soient durables, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de création de richesses dans le monde rural. Très bien. Alors, quand on vous écoute parler, on a l'impression que cela demande également une implication de tout un chacun. Parce qu'il y a deux dimensions d'implication. Il y a une implication au niveau de l'État et une implication au niveau des individus. Tout à fait. Donc, l'État va jouer sa partie. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez comme engagement ou comme initiative au niveau des individus? Alors, ce qui doit être nouveau, c'est, la façon de percevoir l'agriculture. Il faut qu'on comprenne que, on peut, rendre productif, on va dire, un terrain de 2 à 3 hectares à condition qu'on en prenne soin, à condition qu'on déroule un certain nombre de bonnes pratiques agricoles. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des dizaines d'hectares pour dire qu'on est agriculteur. Mais est-ce qu'il y a des programmes qui encadrent les agriculteurs dans ce sens-là, pour leur permettre d'optimiser les terres? Oui, il y a des programmes ici et là. J'ai fait il y a pas longtemps, j'étais dans la zone ouest. Ok, il y a des programmes, mais je pense que ces programmes-là sont ici et là, sont isolés. L'idée, c'est de dérouler des programmes d'envergure et donc générer des impacts beaucoup plus forts sur le terrain. Voilà. Très bien. Donc, vous parliez des leviers sur lesquels il fallait agir. Ça, c'était le premier. Ensuite? Voilà. Ensuite, il y a la formation. Je veux dire qu'on ne transformera pas, notre façon de cultiver sans formation. Ok? Il faut que toutes les institutions qui ont un rôle à jouer soient, soient mises à niveau, soient formées, les paysans soient formés. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de l'agroforesterie, qui est l'une des façons les plus, durables de cultiver la terre, il faudrait que le paysan sache ce que c'est, comment, s'y prendre, et quels sont, les coûts et bénéfices liés à la pratique de l'agroforesterie. Est-ce que c'est rentable? Voilà, il faudrait que le paysan sache que c'est rentable avant de s'y engager. Voilà, il y a aussi les leviers du financement. La transition agroécologique, c'est-à-dire partir d'un système A vers un système B, c'est engager une transformation et ça a un coût. Donc, on ne peut pas dire aux paysans aujourd'hui d'adopter l'agroforesterie sans des incitations, sans mettre des facilités à leur disposition. C'est là où l'État peut intervenir et, susciter la création de micro-entreprises, susciter la création de banques qui pourront octroyer des crédits aux paysans, ces crédits qui leur permettront de financer donc cette transition-là. Alors, si on a bien compris tout ce dont vous venez de nous parler de manière résumée, alors ce sont les espoirs, ce sont les attentes au sortir donc de cette COP15. Ce sont des attentes qui sont résumées dans le Abidjan Legacy Programme. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, alors on est déjà au terme de cette émission. Quel serait votre message de fin? Mon message de fin, c'est dire qu'aujourd'hui, nous devons penser durabilité lorsqu'on pense à l'agriculture. Nous ne pouvons plus continuer de cultiver l'agriculture comme si nous avons des terres forestières à perte de vue. Nous n'avons plus de terres. Nous devons chercher des façons plus innovantes de cultiver la terre. Et si nous tenons à être le premier pays producteur de cacao, d'anacarde, nous devons changer, innover dans notre façon de cultiver la terre. Très bien. Merci. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, le professeur Tondo Jérôme, il est maître de conférences en écologie et en gestion durable des terres. Je vous remercie. Donc, je vous le rappelle,
La COP 15 du 9 au 20 mai prochain à Abidjan, ça va être un événement, bien sûr, sous l'égide du chef de l'État. Nous reviendrons sur l'entièreté de cette période-là dans le cadre d'un autre magazine de Ça fait l'actualité. Je vous remercie d'avoir été là. Bonsoir.